Si tu ne devais regarder qu'une seule de mes vidéos, alors je te conseillerais celle-ci. On y parle des principaux moteurs. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un moteur ne tourne que par l'opposition de deux champs magnétiques ou électromagnétiques. Prenons les moteurs alternatifs triphasés, dont voici le stator, alimentés par trois tensions déphasées de 120 degrés. On va avoir un champ tournant au niveau de nos enroulements statoriques, eux aussi décalés de 120 degrés. Il ne reste plus qu'à s'occuper du champ d'opposition au niveau du rotor. Et c'est là qu'on a deux cas, les moteurs synchrones et les moteurs asynchrones. Dans les moteurs synchrones, il est vraiment produit par le rotor. Ici, le rotor bobiné est alimenté en courant continu par l'intermédiaire de balais et d'un collecteur. Ou bien il est tout simplement constitué d'aimants permanents. Alors que dans le cas de la synchrone, c'est le champ au stator qui est à l'origine du champ au niveau du rotor. Constitué de barreaux d'aluminium, court-circuités par deux flasques latérales. Un courant induit va naître, faisant apparaître notre second champ électromagnétique d'opposition. On sait qu'on a affaire à un moteur asynchrone lorsque sa vitesse nominale ou vitesse réelle est légèrement inférieure à sa vitesse de synchronisme. En mètres minutes, celle-ci est égale à la fréquence du réseau multipliée par 60 et divisée par le nombre de paires de pôles. Mais voyons de plus près le moteur asynchrone monophasé. On va le démonter, tu verras mieux. D'abord l'hélice qui permet le refroidissement, ensuite le stator constitué d'un enroulement principal et d'un enroulement secondaire. Le rotor en cage d'écureuil dans lequel va apparaître le second champ magnétique qui va s'opposer à celui du stator. Le condensateur permanent branché en série avec l'enroulement principal va permettre d'obtenir un champ déphasé par rapport à celui créé dans l'enroulement secondaire. On va ainsi créer artificiellement un champ tournant qui va permettre de lancer la rotation du moteur dans un sens ou dans l'autre. Attention, ne pas confondre un condensateur permanent et un condensateur purement de démarrage. Passons au moteur courant continu, sachant que le principe est généralement réversible, c'est-à-dire qu'il peut aussi fonctionner en génératrice. Prenons le cas où on a au stator une paire d'aimants permanents. Un collecteur partitionné en deux parties reliées par des boucles de cuivre. Cette paire de collecteurs est alimentée par une tension continue par l'intermédiaire de deux balais. Le courant arrive ici toujours par la balai de gauche, traverse la partie 1 du collecteur, la boucle, la partie 2 du collecteur, et repart par le balai de droite. La force exercée par le champ magnétique permanent sur notre boucle l'entraîne toujours en rotation dans la même direction. On remarque par contre que le sens du courant qui traverse notre boucle s'inverse à chaque demi-tour. On remarque aussi que le champ s'annule à un certain angle rendant irrégulier la rotation. On peut donc partitionner une deuxième fois, on aura deux paires de collecteurs et une rotation plus régulière. On peut dire que plus on aura de paires de collecteurs et de boucles, et mieux ce sera. On va maintenant voir un autre type de moteur qui va d'une certaine façon te rappeler celui-ci. Beaucoup de petits appareils électroménagers comme ce mixeur ont un moteur de type universel. C'est en réalité un type particulier de moteur courant continu avec les enroulements au stator en série avec ceux du rotor. On passe donc aussi par des balais pour alimenter notre collecteur partitionné. La particularité de ce moteur à excitation série est qu'il fonctionne aussi bien en courant alternatif que continu. Ici, le rendement n'est pas très bon et on a toujours le problème d'usure des charbons, voire même du collecteur. Un peu plus complexe maintenant, c'est les moteurs brushless, qu'on confond parfois avec les servomoteurs ou les moteurs pas à pas. Même si les moteurs asynchrones triphasés alternatifs n'ont pas de charbon, ils n'en sont pas. Donc, première caractéristique, c'est pas de charbon et un rotor à aimant permanent. Ensuite, il y a un contrôle permanent de la position des aimants en rotor, par codeur ou autre, on verra plus tard. Les servomoteurs eux aussi intègrent ce contrôle de position ou de vitesse, pourtant ils n'en sont pas forcément. Au stator d'un brushless, on a trois bobines alimentées séquentiellement en fonction de la position des aimants, de façon à ce que la vitesse du moteur corresponde à la fréquence du champ tournant. Dans un pas à pas de contrôle. On envoie simplement une impulsion successivement aux nombreuses bobines placées au stator. On reconnaît le stator d'un brushless car ces trois bobines sont montées en étoile, les trois autres fils sont donc mis en commun. Pour revenir au principe du servomoteur, ça peut très bien être celui-ci à courant continu, du moment qu'il est asservi et qu'on peut connaître à tout moment sa position angulaire. On voit ici le moteur, la partie réducteur et le potentiomètre. Puisque c'est un moteur courant continu, on va pouvoir faire varier sa vitesse de rotation grâce à une alimentation variable. Le rôle du potentiomètre est primordial. On utilisera sa partie variable pour connaître la position, mais aussi le nombre de tours effectués grâce au circuit électronique qui y est connecté. On va terminer avec une application de moteur un peu particulière. On a affaire ici à un vérin motorisé. Il permet le mouvement en translation d'une pièce mécanique de façon précise et sécurisée. À l'intérieur, on a un petit moteur 24 volts continu qui va, par l'intermédiaire d'un jeu de pignon et d'une vis sans fin, entraîner le déplacement de notre tige de vérin. Ici, on a retrouvé des morceaux de rondelles cassées qui bloquaient l'entraînement du réducteur dans un sens.
Le déplacement de la tige est géré et contrôlé d'abord par un potentiomètre linéaire et ensuite par deux capteurs de fin de course, mini et maxi, qui permettront de limiter le déplacement de notre organe. Cette fourchette est réglable, mais elle est toujours inférieure à la course maximum de notre vérin. Voilà, j'espère que ce petit résumé t'a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets.